way that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Le Bon Mood & Co, épisode 6. On a la cage dans la maison aujourd'hui. Je commencerai par vous demander en quelques mots si les gens vous ne connaissent pas encore, malgré ce que vous avez fait. En quelques mots, ce que vous faites dans la vie, la cage, tout ça, et vous présenter assez rapidement, quoi. Moi, c'est Thibaut Paoletti, donc je suis cofondateur de la cage et manager du club. Et puis entrepreneur aussi, puisque voilà, j'ai une entreprise dans la construction et on a des gros projets sur le feu. Donc ça viendra, on en parlera. Ok, moi c'est Magomed Mounayev, on m'appelle plus Maga que Magomed. Coach à la cage. Voilà, je fais du kickboxing, je fais de la lutte, de tout. Je fais plein de sports de combat depuis que je suis tout petit. Et puis, je fais que ça en fait. Je fais juste coach toute la journée. Juste, c'est déjà bien, gros. C'est déjà Ne dévalorise pas. Et comment, parce que du coup, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, malgré la présentation, ils sont coach et cofondateurs, eux deux, de la cage, avec Islam qui n'est pas là aujourd'hui. Quelle a été votre première rencontre avec le sport de combat? Comment vous êtes tombé amoureux de ce sport? Vas-y, parce que comme tu étais dedans avant Moi c'est facile, moi je suis d'origine tchétchène. Toi-même déjà. tu sais, voilà. Non, vous savez, hein. Je suis d'origine tchétchène, donc à 5 ans, mon cousin il m'attrape et il me dit vas-y, tu vas faire de la lutte. Et je commence la lutte jusqu'à mes 10 ans. Et à 10 ans, j'ai quitté la Tchétchénie pour venir m'installer en Belgique. Bon, après, je suis pas arrivé tout de suite. On a beaucoup voyagé, on a traversé plein de pays. Et vers 12 ans, 13 ans, j'arrive en Belgique. Et à 14 ans, je pense, je commence le judo. Parce que j'ai cherché la lutte, parce que c'était le sport que je faisais au départ, mais je ne trouvais pas en Belgique parce qu'il n'y avait pas de lutte à ce moment-là. Je commence le judo jusqu'à l'âge de 18 ans, je fais du judo. Et après, le judo, c'était dur parce que je ne parlais pas très bien français. Et je devais apprendre les techniques en japonais et les traduire en français. À un moment donné, j'arrivais plus. Et j'étais en ceinture brun, je devais passer ceinture noire, mais impossible d'apprendre les techniques en japonais, traduire en français. Tout ça, ça m'a un peu saoulé. En plus, j'avais pas la nationalité belge parce que j'étais demandeur d'asile. Donc, je pouvais pas faire les championnats de Belgique. J'étais assez limité dans le judo. Mais après, il faut dire la vérité, j'étais pas un très bon judoka. J'étais un judoka moyen. Et d'où après, je voulais aller dans les sports de combat. Donc plus la boxe qui m'intéressait le plus, c'était la boxe anglaise. Mais les clubs à Namur, j'ai été essayé, mais ça m'a pas trop plu. Ça m'a pas trop plu. Du coup, j'ai rencontré un Russe qui faisait des cours de kickboxing Muay Thai. Et c'est là que j'ai kiffé le truc. Et je pense que jusqu'à l'âge de 28 ans, donc de 19 ans jusqu'à mes 28 ans, j'ai fait du pied-point à fond. Et après, compétition et tout. Et vu que j'avais du sol, et en plus j'avais j'ai appris le striking. Mais en fait, j'étais un peu complet dans le truc. Et le moment vers la fin de ma carrière, quand j'ai senti que j'arrêtais, entre parenthèses, de combattre et tout, parce que voilà, il y avait des circonstances de la vie qui ont fait que je ne pouvais pas continuer. J'ai toujours voulu lancer un club de MMA parce que je sentais le truc monter, l'UFC, les trucs, ça devenait de plus en plus. C'était le moment où il y avait le Conor contre Aldo, etc. C'était le moment où il y avait trop d'hype autour du MMA. Et je me dis, ça va finir par venir chez nous aussi. Et du coup, quand j'ai lancé mon premier club, c'était un club de kickboxing. Mais en parallèle, je faisais quand même du MMA. Ça veut dire que la salle n'était pas à moi, donc je pouvais lancer que des cours de... Je ne pouvais pas faire plusieurs jours où je faisais plein de cours. J'étais obligé de faire 2-3 entraînements semaine parce que je n'avais pas le budget pour louer plus la salle. Et du coup, je lançais des cours de kick. Au début, les jeunes s'entraînaient en kick, mais quand je voulais les faire combattre MMA, je les faisais quand même combattre en MMA. Et parce qu'on trouvait une salle à côté, on allait faire un peu de lutte, on se préparait comme on pouvait pour faire du MMA. C'est comme ça que je suis arrivé dans le MMA, quoi. Ok. Et pour toi, Thibaut? Moi, c'est complètement différent. Donc, j'ai une famille qui était plus contre les sports de combat. Ouais. Et donc, jusqu'à quand j'ai eu le permis, j'ai pas pu pratiquer, tu vois. Enfin, en tout cas, voilà, comme moi je venais plus d'un petit village, j'avais plus de mal à pratiquer les sports de combat, mais depuis que je suis gamin, je regarde ça, j'ai toujours regardé l'UFC, tout ça, ça a toujours été une passion. Et puis, donc, dès que j'ai eu le permis, j'ai été dans ma première salle à Namur. C'était, je pense que c'était chez Olymbox, un truc, je pense que tout le monde a commencé par là. Et là, je suis tombé amoureux tout de suite, mais plus du sport, mais pas du mindset du club, tu vois. Et c'était vraiment un truc, je trouve, qui manquait. Du coup, j'ai fait de salle en salle.
J'ai fait plein de salles à Namur, je crois que j'ai fait tous les clubs namurois. Je trouvais toujours pas. Et puis un jour, j'ai franchi les portes d'un club à Dinan, tu vois. C'était chez Alex Miskirtian avec Arman et tout ça. Enfin, c'était vraiment une super équipe de boxe anglaise. Et là, c'était le premier club aussi où tu avais vraiment une différence entre les amateurs et les professionnels. Et du coup, ça te donnait une dimension qui te fait un peu rêver. Et donc, j'avais trop envie de me confronter un peu à ce milieu-là. Et j'ai pas lâché. Et puis après, le club a un petit peu descendu parce que le head coach est parti. Ça a été un peu le bordel. Et du coup, j'étais un peu trop dans ma zone de confort là-bas. Et je me suis dit, je vais mettre un peu au pied-point parce que j'ai toujours voulu faire du MMA. Et j'avais un cousin qui faisait du MMA qui, lui, justement, m'a toujours dit, ouais, gros, viens, nana, enfin, tu verras, tu vas trop kiffer, et tout ça. C'est lui qui m'a donné goût au sport. Et puis, je me suis dit, on me parlait tout le temps de la salle, justement, de Maga. Donc, je me dis, je vais aller tester, tu vois. Ils me disent, ils sont chauds et tout, mais t'inquiète, moi, je suis chaud. Et puis, je suis arrivé là-bas, j'ai vu que j'étais pas chaud. Et et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, ouais, OK, là-bas, il se passe quelque chose. Parce que quand j'ai franchi les portes de là-bas, non seulement tu avais ce côté amateur professionnel, mais tu avais aussi ce mindset, tu vois, que tu retrouves pas dans plein d'autres clubs. Tu as un coach qui est hyper présent, mais qui n'est pas présent que sur les tatamis. Tu sens tu as une aura dans la salle, tu vois. Tu termines l'entraînement, tu as des discours, tu vois, tu as des valeurs qui sont incarnées. Et donc, c'est tout un truc. En fait, il propose déjà un accompagnement à 360 degrés où tu te dis, ouais, OK, là, tu rentres dans une autre dimension. Premier entraînement, j'ai fait un malaise, tu vois, et rien que ça, gros d'office, tu vois. Et je me suis dit, OK, rien que ça, OK, on rentre dans quelque chose. Et donc, c'est ça qui m'a donné cette envie de continuer et de persévérer. C'est le fait d'avoir franchi les portes de son club. Et puis après, l'histoire, on va la raconter, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui m'a donné envie. OK. Votre rencontre avec le sport de combat s'est fait par ces histoires-là. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir, du coup, vous êtes 3 à avoir fondé la cage. Comment vous vous êtes connus déjà personnellement? Comment vous vous êtes rencontrés? Comme je disais, hein, donc lui, moi je l'ai connu d'abord je le connaissais un peu sur les réseaux parce que, même si à l'époque les réseaux, ça n'existait pas de ouf, mais quand même il avait une renommée dans Namur et donc, tout le monde voyait un peu qui c'était Magomed Mounaïev. Et donc, comme ça je le connaissais, puis j'ai franchi les portes de sa salle et c'est là vraiment, en fait on a noué des liens tout de suite, tu vois, parce que j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale où je lui disais que j'avais envie de faire une salle et tout ça, et que lui disait mais tu sais quoi, moi aussi j'ai envie de faire ça et tout ça, mais on n'avait pas la vision en fait, tu vois, on savait même pas qu'on allait travailler ensemble, mais on se disait déjà, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, alors que ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, tu vois. Ouais, le contact il est passé très vite avec c'est ça. Et Islam, eux deux, ils se connaissaient déjà, et c'est lui qui m'a dit, quand j'ai voulu lancer le club, parce que lui est parti en Suisse à cause du Covid, et que je voulais lancer une structure autour des jeunes qui étaient chez lui avant, il m'a dit, gros, si tu veux faire une structure de MMA, il y a une seule personne à appeler, c'est Islam. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la rencontre avec Islam, c'est un chapitre aussi très très drôle. Moi, Islam, en fait, ça a commencé. Moi, donc, je viens d'arriver en Belgique et on reçoit les papiers de titre de séjour et donc on a le droit de quitter le centre d'accueil pour habiter à Namur. On habite à Namur et Islam, il est toujours au centre, mais pas dans le même centre que moi. Et vu que voilà, les Tchétchènes, ils s'entreconnaissent un peu. Et un jour, mon frère, on était à 2 écoles différentes. Moi, j'étais à l'ITN, mon frère, il était à Longremus. Mon frère, il me dit, ouais, il y a des nouveaux Tchétchènes ici à l'école, je vais te les présenter. Et du coup, il vient avec 2 Tchétchènes. Et en fait, c'était Islam et Ramazan, un très bon ami à lui. Et c'est là qu'on se rencontre la première fois. Après, Islam, il change d'école, il vient à mon école. Et là, c'était les 400 coups. Moi, Islam, c'était catastrophique. On parlait pas très bien français. L'ITN. Tu connais l'ITN, ouais. On connaît l'ITN. On parlait pas français. Islam, ceux qui le connaissent le savent, c'est un malade maintenant, mais c'était un psychopathe à l'époque. Heureusement, Dieu merci, on n'a pas. Je pense que le sport, comme lui, comme moi, ça nous a sauvés de la rue, parce qu'à l'époque, on était des mecs, on se bagarrait tout le temps. En fait, c'est ça aussi que je kiffe dans ce sport, parce qu'aujourd'hui, en tant que coach, en tant que quelqu'un qui a monté une équipe, je peux aider un réfugié qui est venu, je peux l'aider, je peux l'orienter. Parce qu'à l'époque, nous, il y avait tellement personne pour nous orienter qu'on a fini vraiment dans des histoires de fous. Et parfois, on se pose avec ça, on se dit, punaise, on aurait pu être en prison, on aurait pu finir drogué, on aurait pu finir n'importe quoi, en fait. Parce qu'on faisait tellement de bêtises. C'est inconscient. Tu étais à la guerre, tu vis dans des caves, et du jour au lendemain, tu arrives en Belgique, tout est calme, et tu es toujours en mode survie.
Tu vois, parce que c'est toujours en mode quelqu'un te regarde mal, bah, tu dois te battre parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude, tu vois. Ça, Et l'adaptation était très dure. C'est comme ça qu'on a grandi ensemble. Il y a une période où on s'est un peu séparés parce que moi je suis parti dans le pied-poids. En fait, au départ, quand on se connaissait, ce qui était bien, c'était ça, c'est qu'on était toujours attachés au sport. On faisait des bêtises, mais on était toujours. Moi je faisais du judo à fond et lui faisait du karaté à fond. Donc lui c'était le striker, moi j'étais le mec du sol. Et pendant peut-être 3-4 ans, on s'est quitté un peu. On se voyait plus trop parce que voilà, lui il était occupé à ses trucs tout. Lui il commence le JJB et moi je commence le kickboxing, donc l'inverse. c'est inversé. Voilà, on a inversé le truc. Et pendant quelques années, on se côtoyait plus trop parce qu'on était à fond dans nos sports. Et c'est ça aussi qui nous a un petit peu retiré de la rue parce que le fait de se consacrer au sport, préparer nos compétitions, ben, t'as plus le temps, on fait plus traîner le temps, dehors. ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça nous a un peu cadré. En plus, ce qui est bien, c'est que vu que tu voyages et tout, tu te disciplines beaucoup plus. Et toute cette discipline, bah, c'est ça aujourd'hui qu'on transmet aux jeunes, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, un jour, donc comme je te disais, j'avais mon club de kick, mais je faisais les compétitions de MMA en parallèle. Et un jour, je vois championnat de Belgique de MMA. Je me dis, bon, c'est l'occasion, je vais inscrire Morsar et Steven. C'était parce que c'était mes 2 premiers combattants. Je les inscris. Et pour aller le jour de la compétition, j'ai besoin d'un coach du sol. J'ai des notions, mais je ne vais pas être bon. Et vu que c'est un championnat et qu'ils vont enchaîner plein de combats, bah, j'aurai besoin de quelqu'un à côté de moi. Bah, la première personne que je pense, bah, c'est Islam. Il est très fort au sol. Bah, let's go. J'appelle mon Islam que je n'ai pas vu depuis quelques années. Il me dit, ouais, let's go, c'est parti. Moi, je suis chaud. On est parti, on a fait les championnats de Belgique. Je pense que, je sais plus, ils ont pris tous les 2 vice-champions de Belgique, ou je sais plus, où Steven a pris l'or, ou je sais plus. En tout cas, elle a fait des bonnes performances. Et c'était notre première collaboration coach, quoi, tous les 2. Ok, Tu ouais. vois. Et après, du coup, donc moi, j'avais toujours ma salle, je faisais que des cours de kickboxing, on s'est encore reséparés entre parenthèses. Mais j'avais toujours ce projet en tête. Un jour, je lancerai une grande salle avec plein de cours et Islam sera avec moi dans le truc. C'est mon projet, c'était lui. Lui, c'était avant que je le connaisse. Et quand lui, il est arrivé et qu'il a dit, bon, moi, j'ai les moyens de faire les structures, j'ai les contacts pour faire les structures, j'ai une idée de fou et que ça s'est construit, bah, automatiquement, pour moi, la personne qui manquait, c'était Islam. Et c'est là le combo il s'est fait en fait. On a en fait chacun son histoire, mais à un moment donné ça s'est rejoint et c'est parti pour la Pour cage. rebondir sur ce qu'il dit, c'est ça qui est trop intéressant, tu vois, chez nous, c'est que on a 2 pôles totalement différents et opposés. Donc eux, ils viennent plus de la rue avec toutes enfin tout ce que ça engendre, tu vois, tout ce passé et cette approche des arts martiaux. Et moi, c'est tout l'inverse, tu vois. C'était plus pour se sortir de la rue et moi, c'est totalement différent de l'approche que j'ai avec les arts martiaux. Et donc, quand maintenant, tu as des jeunes qui viennent à la salle, des jeunes de la rue, ben, on sait les accompagner. Mais quand tu as des jeunes de famille, je veux dire, plus traditionnels qui veulent venir aussi, ben, on sait les accompagner aussi parfaitement parce qu'on sait comment leur parler, on sait comment approcher ces différentes familles, tu vois. Ok. Donc, si je résume un peu ce que vous dites, l'une des intentions et des visions derrière la création de la cage, c'est aussi de réunir deux facettes de la société un peu différentes C'est ça. et de guider certaines personnes, certains jeunes qui sont perdus via un sport de combat, c'est ça? C'est ça, mais en fait, pour nous, les arts martiaux, c'est plus que... en fait, c'est un remède pour tous. Tu vois, je dis... et d'ailleurs, quand tu vois, par exemple, les Asiatiques, ils agissent toujours par la prévention. Et que ce soit pour le corps ou pour la nourriture et tout ça, c'est toujours dans la prévention et nous, on soigne toujours avec des médicaments. Et moi, je vois l'art martial vraiment comme une prévention, en fait, parce que ça t'évacue ton stress, ça te rend plus mobile, Enfin, je veux dire, tu n'as que du bénéfice quand tu pratiques des arts martiaux. Vraiment, je ne vois pas un seul point négatif. Et du coup, ben, fatalement... Pour nous, ça doit être proposé à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on propose des entraînements pour des gens qui sont débutants, mais pour des professionnels, pour n'importe qui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va augmenter notre structure, professionnaliser notre structure, mais aussi la rendre beaucoup plus accessible à tout le monde pour justement que tout le monde puisse bénéficier de cette prévention que nous, on estime. Tu disais que tu n'avais jamais pratiqué d'art martial, mais vraiment, je t'invite à le faire parce que tu ressors changé. Et comme je l'avais dit dans l'ancien podcast, s'il y a encore... Changer dans le bon. Pas... Ouais, bien sûr, changer dans le bon. Mais ouais, non, bien sûr. Ça, peut-être, tu vas être changé aussi, mais... Ok. Non, mais comme je l'avais dit dans l'ancien podcast, hein, s'il y en a un qui est chaud, de prendre le défi et de s'inscrire à la cage pour 6 mois, on l'accompagne gratuitement, sa vie elle va changer. Et je mets ma main à couper, je peux parier n'importe quoi, sa vie va changer du tout au tout. 6 mois d'entraînement non-stop, c'est plus la même personne. Ok. Et il y a une question essentielle qui paraît logique, mais en fait, pourquoi le nom La Cage, juste?
En fait, c'est pas si évident que ça, parce que de base, c'était même pas ça, tu vois. Et c'est ça que j'avais expliqué aussi, c'est que je passe les détails, je vais en bref, mais ça a commencé dans mon jardin. Je voulais faire une structure avec des combats dans mon jardin, ok, parce que j'ai toujours adoré ça. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé regarder des gens qui se tapent, tu vois. Et donc, je m'étais dit, bon, on va faire ça un peu à l'américaine. Je vais mettre une grosse structure métallique dans mon jardin. On va mettre du gros câblage autour. Ils vont se mettre sur le crâne et ça va buzzer un peu, tu vois. Ça, c'était le concept. Et donc, je me suis dit, je vais appeler ça la cage. Et puis après, j'ai des problèmes avec mes voisins, normal, tu vois. Et donc, on a fait autre chose. Je me suis dit, OK, on va partir un peu plus sur de la préparation physique, etc. Donc, je dis à Mofsar, Steven et toi à l'époque, je dis, oh, les gars, il faut qu'on fasse, que vous fassiez des petites pubs pour moi et tout ça, pour qu'on puisse mettre en avant ce que nous, on pratique, mais qui n'était pas le MMA à l'époque. Et puis, sauf qu'on a plein de gens qui nous ont contactés pour qu'on ouvre un club de MMA en disant ouais, est-ce qu'on peut vous rejoindre pour faire des cours, etc. Où est-ce qu'on peut pratiquer avec vous Et je me suis dit mais en fait ça craint parce que je veux pas faire ça dans mon jardin, tu vois. On peut pas donner des cours de MMA sur du béton, tu vois. Donc petit à petit, on s'est dit mais en fait on porte déjà le nom La Cage. Bah vas-y, let's go, on va faire un club de MMA. Et donc ça va s'appeler La Cage. Ok. Et puis, tu as rencontré avec Maga. Voilà, et puis après, c'est ça. Mais là, on était déjà en contact, hein, parce que de base, moi, j'avais dit à Maga. En fait, l'épisode qu'on rate là, c'est l'épisode où moi, je suis parti en Suisse. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait... Donc, en 2020, quand il y a eu le Covid, donc j'avais ma salle, je ferme la salle pour partir en Suisse. Parce que pendant le Covid, déjà, les salles étaient fermées. Plutôt, donc, je ferme pendant le Covid et je réouvre pas après le Covid. Parce que je suis parti, tu vois. Et c'est là que lui, il intervient. Il me dit, écoute, t'es parti, tous ces jeunes-là que t'as formés, ben, ils se retrouvent à la rue, je fais comment? Et c'est là qu'il les prend, il commence à faire ça dans son jardin, il se dit, j'ai quelques jeunes dans le jardin, ça passe. Mais après, en fait, il y a plus de demandes, et c'est là que t'as loué Tabora au début. Ouais, on a loué Tabora. Ouais. Non, d'abord, on a loué là où tu donnais KS. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et puis, on s'est fait virer de là-bas, tu vois, parce que je pense qu'on avait une trop grosse concurrence avec un autre club de MMA qui était là. Okay. Il y avait déjà un autre club, en fait, qui avait arrêté entre-temps, mais voulait recommencer. Il était privilégié là-bas, tu vois. Et on voulait pas être en mauvais termes, donc quand je dis virer, c'est juste qu'on s'est fait gentiment mythe, voilà, tu vois, dehors. Mais du coup, on a dû d'abord donner des cours dehors, dans la rue. Donc, on était à la Citadelle, on faisait des cours, voilà, c'était des cours de striking. On savait pas donner des cours de sol. Il y avait Abdelaziz aussi. Il y avait Abdel aussi qui était. C'est ça, ouais. Bien sûr, ouais. Les photos et tout. Mais à la base des bases, c'est ça qu'il dit. C'est quand lui, il est parti en Suisse et que je savais pas comment encadrer les jeunes. Moi, j'avais pris les 4 personnes les plus motivés à l'époque qu'il y avait dans son équipe, où je m'étais dit, tiens, je vais faire quelque chose autour d'eux, tu vois, parce que moi, je me sentais pas légitime d'être un coach de MMA, déjà parce que je pratiquais pas, même striking, j'avais 6 mois de striking derrière, donc fallait comparer à eux, voilà, mais j'avais cette énergie et cette envie de pouvoir les amener sur les devants de la scène, et donc, je m'étais dit, je vais les réunir dans une pièce et je vais leur exposer ma vision. Et donc, il y avait Abdelaziz, il y avait Steven, il y avait Maussar et il y avait un autre qui s'appelait Magomed, qui lui a lâché très vite. C'est normal, on se trompe parfois sur certaines personnes. Et puis, et eux trois n'ont jamais lâché. Et finalement, ben, voilà, la structure a évolué finalement plus autour de Mofsar parce que... ben voilà, c'est lui qui s'y est le plus impliqué dans la suite, quoi. Maintenant, on connaît un peu l'histoire derrière la cage et toute la structure. Comment s'organise l'organigramme, coach, administratif, tout ça, avoir un schéma un peu simplifié pour qu'on puisse comprendre qui joue quel rôle. C'est ça, un petit beau, il s'occupe de tout ce qui est ce que tu vois sur les réseaux, tous les vidéos, etc. Il s'occupe aussi de trouver les combats, démarcher leurs organisations, parler avec eux, démarcher les sponsors, etc. C'est lui qui gère tout ça. Tout ce qui est sol, c'est Islam qui gère, tous les entraînements de sol, etc. Tout ce qui est striking, c'est moi qui gère. Et après, on a quoi? Chaque mois, on a des réunions où on se rejoint, on se dit, bon, ici, ça va pas. La tête pensante, c'est nous trois en même temps. Et après, chacun a son rôle. Après, on a Kenny qui nous aide beaucoup, tout ce qui est préparation physique, qui s'occupe pour que les gens ils aient du cardio, qu'ils soient forts, etc.
c'est un gros coup de main parce qu'en plus, il est dans la salle où on est et ça vraiment top pour les gars. Ils sont vraiment très bien entourés à ce niveau-là. Après, on a Abdelaziz qui donne des cours de boxe anglaise. On a Mansour qui donne des cours de JJB, donc en kimono, tu vois. On a Zach qui nous aide aussi, Zach qui m'aide dans les coachings, etc. avec les enfants. Il donne des cours pour quand, par exemple, je suis pas là, faut me remplacer, etc. On a toujours des personnes qui nous donnent des coups de main, etc. Mais on va dire la tête pensante, c'est nous trois, mais derrière, il y a toujours du soutien. Tu vois. Il y a toujours Kenny qui est toujours là. Si on ne sait pas, là-bas, il va prendre les gars, il va y aller, etc. Il va s'occuper d'eux, il va les aider à faire le coaching quand il doit faire le poids, etc. Mais voilà, c'est comme ça que c'est un petit peu reparti pour le moment. Ok. C'est notre force aussi, parce qu'on ne sait pas être tous à 100% tout le temps. Ouais, Voilà. c'est Donc, ça. si on a un qui n'est pas à 100%, ben, l'autre prend le relais. C'est pour ça qu'on est autant. Et... Lui, avant, il était tout seul et il sait bien que tout seul, c'est trop compliqué. Ouais. Et quand tu as une bonne équipe derrière, ben, tu as toujours quelqu'un qui sait prendre le relais quand ça va un peu moins. Vous êtes un support mutuel pour chacun. Au Exactement. C'est ça. Ouais. Combattre, c'est quelque chose, d'être dans le feu de l'action, être toi dans ta préparation et tout. Mais coacher, c'est vraiment l'envers du décor, c'est de l'autre côté. On n'a plus la main mise sur ce qui se passe. À quel moment tu t'es dit, ah là, j'ai envie de passer de l'autre côté et commencer à coacher? Ben, au départ, donc j'ai fait tous les sports que j'ai fait, je les ai faits. Et après, quand j'ai commencé le kickboxing, mon premier coach, donc le russe que j'ai eu, Nikolai, il me dit un jour, il faut que tu me donnes un coup de main pour faire le coaching des enfants. Je déteste ça. Je déteste le coaching. Je veux pas faire ça. Et je me dis toujours, quand je vais arrêter ma carrière, jamais de la vie je serai un coach. Je vais juste arrêter et c'est bon. Ça m'intéressait pas du tout. Sauf qu'après 2 ans avec ce coach-là, le coach, il s'adaptait pas trop en Belgique, il décide de partir. Et là, je me retrouve son coach. Du coup, je vais là-bas un peu à gauche, à droite. Je vais à Charleroi, je vais à Bruxelles et tout. Je voyage en Thaïlande. J'essayais de retrouver un coach qui s'occuperait de moi. Mais en fait, je le trouve jamais réellement. Je trouve un petit peu chez un, mais ça va pas. Je vais chez l'autre, ça va pas. Il y a toujours des manquements. Et il y a une idée qui naît en moi, qui dit que un jour, tu seras coach que t'as pas eu. Tu vois, Ok. j'ai ça en tête. J'ai un jour peut-être je coacherai et tous les défauts que j'ai trouvé certains coachs, ben, je vais les corriger. Et toutes les qualités que j'ai vues chez beaucoup de coachs que j'ai eu en allant un peu partout dans le monde, ben, je vais les prendre pour moi. Tu vois. Et du coup, j'ai ça en tête. Et le moment où ça a vraiment déclenché, le moment où je me suis dit, ça y est, je vais coacher les mecs, c'était, comme on parlait juste avant, c'était le moment où après l'entraînement, j'ai pris le bus et j'étais en train de rentrer chez moi. Et ceux qui connaissent le plateau, tu connais la grosse montée. Ouais. Je suis en train de monter en bus et je vois qui? Je vois Abdelaziz. Il était jeune à ce moment-là, il devait avoir 13-14 ans. Et lui, tu connais toi-même, il aime la boxe depuis qu'il est gamin, tu vois. En plus, pas de coach, rien, il s'entraînait toujours tout seul. Et je le vois courir en pente, mais accéléré, il essaye de faire des trucs, tu vois, il improvise, mais il est là. Et je le regarde et je me dis, punaise, il est comme moi. Il n'a pas de coach, il a personne, mais il se donne à fond. Et moi, à ce moment-là, je venais de taper en train à Charleroi pour aller m'entraîner. Et parce que là-bas, il y avait un club. Puis demain, je savais que j'allais m'entraîner à Namur, tu vois, j'allais de gauche à droite. J'avais pas de coach, mais j'étais motivé, je m'entraînais. Et je me dis, imagine si toi, avec toute l'expérience que tu as, tu deviens son coach. Tu pourrais lui apporter tout ce qu'il a besoin parce que tu sais ce qu'il a besoin, parce que toi-même, tu es dans la situation, tu vois. Et cette idée, quand elle m'est venue en tête, en fait, la première fois que j'ai eu l'occasion de coacher, la première personne que j'ai coachée, c'était Abdelaziz. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, ça te dit que je te coach? Il m'a dit, ouais, ce serait une dinguerie. Et on se rejoignait à Lala, on allait là-bas sur le parking et j'avais pas de salle. Et j'ai encore des vidéos, il y a pas longtemps, Abdel il me disait, ouais, j'ai retrouvé des vidéos, c'est trop marrant, on faisait les paros dans la rue et tout. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, c'est bien, tu vois. Et surtout, il y avait cette idée-là, mais l'autre idée qui était très fort présente en moi, c'était le truc que Thibaut disait juste avant, c'est que la boxe, les combats, c'est bien, c'est stylé, c'est bien, ça te devient fort et tout ce que tu veux. Mais en dehors de ça, il y avait une chose que je voulais absolument transmettre, c'était le fait que dans la vie, tu vas toujours zigzaguer, tu vas être perdu, tu vas côtoyer des mauvaises fréquentations, tu vas faire des bêtises, etc., etc. Mais s'il y a quelque chose sur lequel tu t'attaches et que tu te donnes à 100% et que tu te disciplines dans cette chose, ben en fait, tu peux changer ta vie et tu peux complètement sortir de ce cercle vicieux où tu tournes en rond, où tu fais que des bêtises. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est quand j'ai découvert le sport que j'ai arrêté de traîner dans la rue, que j'ai arrêté de traîner les mauvaises personnes, que j'ai tous ces gens que j'ai côtoyés il y a 10-15 ans au bord de la Lage à Namur,
à faire des trucs, bah, ils sont toujours là. Ils ont 30 ans, ils sont toujours au même endroit. Voilà, c'est toujours la même chose, ils n'ont pas changé. Alors que moi, depuis, j'ai fait combien de pays j'ai fait, combien de titres j'ai eu moi-même, après combien de clubs j'ai monté, combien de jeunes j'ai aidé, sans parler même des jeunes qu'on met en avant, c'est-à-dire Moussar, Steven, tous les autres qui ont gagné des titres. On a d'autres jeunes, par exemple, qui viennent à la salle. Ils ont commencé parce que ils se faisaient racketter. Aujourd'hui, jamais personne ne va les racketter. Ouais. Ils étaient dans la drogue. Aujourd'hui, ils consomment aucune drogue. Ils ont un rythme de vie stylé. Ils travaillent avec toi. Il y a des mecs qui pensaient jamais même aller dans une cage. Ils sont allés dans une cage. Ils en ressortent. Ils ont une confiance en eux qui est incroyable. Ils peuvent entreprendre des projets. On a plein de jeunes qui viennent, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui nous disent, mais en fait, le fait de faire ce sport, ça me rend tellement fort. Et quand j'ai des problèmes et tout, j'ai pas envie de lâcher parce que ça m'apprend à pas lâcher. Et en fait, tout ce changement, c'est le truc le plus satisfaisant et le plus que tu as envie de transmettre en tant que coach. Et c'est ce que j'avais dès le départ. Je voulais pas juste apprendre aux gens à se battre. Je voulais vraiment que les gens, quand ils viennent chez moi, ils passent, comme ils disent, 6 mois chez nous, bah, qu'ils se sentent transformés, qu'ils se sentent une autre personne, qu'ils aient une autre mindset et qu'ils se disent, bah, en fait, dans la vie, tout est possible. Tu vois, tout est faisable tant que je me donne à fond. Et c'est vraiment ça qu'on cherchait à transmettre. Et je pense que aujourd'hui, sur les réseaux, on voit beaucoup, ouais, regarde, lui, c'est devenu une star, lui, il est au PFL, lui, tchic-tchac et tout. Mais derrière ça, on voit pas les centaines de personnes, entre parenthèses, à qui on peut dire, on a assisté au changement de leur vie et où ils ont des vrais mentales. Et ça, je pense que ces gens-là, c'est ce qui te motive le plus. C'est ce qui ouais, il y a les jeunes que tu vois briller dans le monde, bah, ça te fait plaisir. Mais il y a aussi ce côté où tu vois que tu impactes la vie des gens. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant en tant que coach. Ok, ouais, je vois un peu tout l'aspect vraiment au final combattre, apprendre la discipline qui est une bonne chose, la pratique du sport pour la santé, mais tout l'aspect changement de vie et perception de la vie Exactement. et ce que ça t'inculque, ce que ça t'apporte pour ton quotidien, c'est aussi peut-être même la majeure partie de ce que la cage fait Exactement. avec ses pratiquants. Et pour toi, Thibaut, pour toute la partie administration business d'un tel sport qui est encore en fait un sport émergent, pour dire la vérité, vu que les structures commencent à grossir, mais à se professionnaliser, comment ça se passe en fait dans ton quotidien? Je dirais que même si c'est quelque chose d'émergent et quelque chose qui est un petit peu nouveau, faut pratiquer les bases. Donc, faire ce qui fonctionne pour d'autres business, il faut essayer de le faire pour ce nouveau business qu'il est. Mais avant toute chose, comme disait Maga, il disait qu'il a été le coach qui n'a jamais eu, pardon. Et justement, c'est ça pour moi qui est super important, c'est d'être la personne que tu aurais voulu rencontrer quand tu étais plus jeune. Et donc, on n'a jamais eu de club vraiment qu'on trouvait appréciable ou en tout cas qui était pointilleux sur tous ces aspects. Et donc, on a juste voulu créer une structure qu'on n'a jamais rencontrée. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on fait des réunions, qu'on se réunit très souvent, qu'on a des discussions interminables, qu'on a une méthodologie qui est un petit peu nouvelle, mais c'est parce qu'en fait, on avance dans une structure qui n'a jamais existé. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement d'innover, mais d'innover avec ce qui fonctionne déjà. Donc, là, par exemple, on aimerait bien déménager, partir dans une plus grande salle. C'est ce qui va se faire. Et donc, on va innover avec une salle où on aura vraiment 2 pôles. On aura un pôle professionnel et un pôle pour les débutants. Quelque chose qui se voit nulle part ailleurs pour l'instant. Et c'est tout ça, en fait. Quand je dis gérer l'administratif, c'est aussi l'aspect développement. C'est voir où est-ce qu'on va. Parce qu'un club, ce qui est très facile, c'est d'arriver avec un nouveau projet, une nouvelle idée, mais le plus difficile, c'est de le faire perdurer. Donc là, nous, ça fait 4 ans qu'on est en place. Ça fait 4 ans où systématiquement, on essaye de se dépasser, où on essaye justement d'innover, de faire de nouvelles choses. Et le plus dur, c'est justement de continuer à innover et de continuer à être sur une certaine hype. Donc, je dirais que le plus difficile, c'est ça, c'est de trouver des choses qui peuvent continuer à rallier des personnes, à mettre tout le monde d'accord et de continuer à essayer de faire prospérer un business qui finalement n'est pas forcément destiné à faire de l'argent. Dire voilà, on va faire de l'argent demain avec du MMA ou on va faire de l'argent demain avec le sport, rien qu'avec le sport, en Belgique c'est très 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 compliqué. Et nous, on a une des rares structures qui arrive à le faire et je pense que ça passe par la passion mais aussi par la patience.
parce qu'on était les premiers à jamais se prendre de salaire, les premiers à pas prendre 1 euro, les premiers à... et finalement, ça commence à payer, mais uniquement parce qu'on a eu cette décence de se dire, ben voilà, on encadre des jeunes, on encadre même des plus vieux, et on encadre n'importe quel type de personne pour justement être récompensé à la fin et pouvoir faire quelque chose qui prospère. Ok. J'aimerais savoir, maintenant que la cage, on en connaît pas mal par rapport à ce que vous avez raconté et même par rapport à ce qu'on a pu voir via les réseaux sociaux, quelle a été votre première expérience dans l'accompagnement d'un athlète dans une compétition plus ou moins majeure quand, par exemple, Moser était en amateur ou Steven, par rapport à, soit par rapport aux IMAF ou par rapport au PEF ou n'importe quelle autre compétition de ligue en amateur. C'était comment la première fois que vous avez accompagné un de ces athlètes à une compétition? Une anecdote ou un truc un peu... Anecdote, je sais pas, je vais te citer un truc marquant pour moi. Peut-être ça va en parler un peu plus. Je vais te citer le moment où j'ai regardé Moussar et je me suis dit, lui, il va faire quelque chose dans le sport. Ok. C'était la fois où on a fait les championnats de Belgique. Donc, comme je t'ai dit, que j'ai appelé la première fois Islam et qu'on a fait les championnats de Belgique. Donc, c'était en octobre 2021, peut-être, je sais plus. Non, pardon, 2019, je crois. Octobre 2019, il me semble. Donc, ça faisait seulement quelques mois qu'il s'entraînait. Déjà, au début, il faut savoir que Steven a commencé avec moi 1 an avant Moussar. Donc, pendant 1 an, Steven s'entraînait avec moi. Il a déjà fait quelques combats en kickboxing. Après, Moussar, il commence après parce que quand il est venu à l'entraînement, il s'est fait laver par tout le monde. Il s'est dit, attends, comment ça se fait? En 1 an, tout le monde me lave. Et là, il s'est remis en question. Il est venu à l'entraînement. Mais bon. Après, on fait les championnats de Belgique. Et Moussar, il fait... Donc, en Belgique, il y a 2 niveaux d'amateurs. Il y a le niveau novice et il y a le niveau amateur. Donc, novice, ça veut dire vraiment les amateurs qui viennent de commencer. Et amateur, ça veut dire ceux qui sont déjà confirmés, qui sont déjà chauds. Donc, Moussar et Steven, vu que c'est leur première compétition, ils font leur compétition en novice. Et Moussar, il gagne vice-champion de Belgique en novice. Et en amateur, il y a un mec qui gagne les championnats amateurs, déjà 2e année de suite. Donc, dis-toi, lui, il vient de commencer, il est vice-champion en novice. Et l'autre, c'est la 2e année en amateur, donc il est déjà en amateur depuis longtemps, qui est champion de Belgique. Donc, ils font ce tournoi. 2 semaines après, j'ai un combat contre le double champion de Belgique, contre Moussar en amateur. Donc, le premier combat amateur de Moussar contre ce mec. À l'époque, les combats amateurs, les combats MMA, c'était tellement rare que tu étais obligé de saisir les occasions. Tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas, comme maintenant, ouais, lui, il est trop chaud, je vais le prendre plus tard. Tu ne pouvais pas construire comme maintenant. Tu étais obligé de prendre l'occasion, sinon tu ne combattais pas. Et du coup, en plus, je me dis, vas-y, on va l'envoyer, on va voir ce qui se passe. Je l'envoie combattre là-bas. Il a fait un combat, il m'a choqué. Le mec, il était au-dessus, c'est sûr, double champion, nanana, il est là, il fait du MMA depuis plus longtemps que moi, ça, il est beaucoup plus aux yeux. Mais un de ses caractères, il se ramasse des pêches, il lâche pas l'affaire, il lui met un triangle, mais à l'époque, je regarde la vidéo, le triangle, il est à l'envers, parce qu'il a pas la technique. Donc, il faut fermer de ce côté, mais il a fermé de l'autre côté, des trucs de fou. Mais l'autre, tellement, Moussar, il lui avance dessus, tellement il a un gros caractère, il tout amoché, il a une tête amochée, mais tellement il roule dessus, il avance tout le temps dessus, il le fatigue tellement que l'autre, il lâche, et c'est Moussar qui gagne. Il sort de ce combat et je le regarde, je me dis, lui, le caractère qu'il a là, juste avec ce caractère, il va détruire des gens. Et aujourd'hui, on le voit encore, hein, il a un caractère de malade. Et ce jour-là, je me suis dit, lui, c'est sûr, il va tout péter dans le game. C'est ça qui fait qu'il gagne ses combats. Les 2 derniers combats, c'est uniquement, enfin pas uniquement, mais je veux dire, c'est dû à son caractère qu'il les a remportés. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu son caractère et je me suis dit, lui, 100% il va faire quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est ça, on va dire, mes premières expériences en tant que coaching, c'est le moment où tu vois chez le gars qui combat, tu vois un déclic, tu te dis, ah, c'est une dinguerie, tu vois. Et Steven, c'était pareil, son premier combat kickboxing, il s'est fait toucher, il s'est fait down, comment il s'est relevé vite, il m'a regardé, il m'a dit, il m'a mis down, il avait ça là, genre, il m'a mis à terre, il a la haine, il allait lui rentrer dedans, je me dis, ah ouais, tu vois. Et c'est ce genre de... Parfois, c'est dans un combat que tu le vois. Parfois, c'est à l'entraînement que tu le vois. Quand tu décliques, tu vois le petit déclic chez le jeune, ça te... Ah ouais, tu vois. Ça te fait un truc au cœur, tu vois. Tu te dis, ça y est, lui, il y a moyen de faire quelque chose. Et il est parti. Ah, il est parti. Et toi, Thibaut? Mais moi, c'est différent parce que j'ai pas cette expérience de compétition que lui, il avait déjà, tu vois. Donc, je me suis retrouvé un peu par défaut à cette place-là. Et donc... première fois que Moussar remonte sur
dans la cage. Moi, je viens pour l'accompagner, donc pour être plus un encadrant, parce que finalement, tu vois, j'étais pas coach, tu vois, donc je suis là, je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment le conseiller, mais je suis là, tu vois, et j'ai toutes mes bonnes énergies pour le faire. Et je me rappelle, on était à un BME, non, c'était pas BMF, c'était c'était en Hollande, et ce jour-là, il y avait Tarek qui était là-bas aussi. Et justement, j'étais hyper stressé, tu vois. Mais un truc de fou, je crois que j'étais plus stressé que lui. Parce que première fois que je me retrouve dans des ambiances comme ça, tu vois, tu vois, j'avais déjà été voir des combats de MMA, etc., mais jamais dans les coulisses, tu vois. Et les coulisses, c'est différent parce que tu rentres. D'un staff et Voilà, c'est ça. T'es l'acteur du truc. T'es l'acteur du truc, t'as pas le droit à l'erreur, tout le monde te regarde, tu rentres dans les vestiaires, t'as 50 animaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut en imposer aussi, tu vois. Et j'étais hyper stressé. Et t'as Tarek, le coach de Patrick, qui vient près de moi et qui me dit, gros, calme-toi, ça va bien se passer, tu vois. Tes petits, ils sont chauds, donc juste tu te calmes parce que tu vas leur transférer ton stress et ça va mal se passer, tu vois. Et là, vraiment, tu vois, genre, il m'a vraiment ramené sur terre. Je me suis dit, mais ouais, gros, calme-toi, ça va bien se passer. Et en vrai, frère, c'est trop bien passé. Movsar, il est arrivé, gros, il l'a déglingué, je crois, premier round en 1 minute, je crois, tu vois. Il lui a pété clavicule, KO, il a fait combat de l'année. Donc, Steven un peu moins, mais bon, je veux dire, le combat était bon. Donc, encore une fois, c'est ce que tu apprends le MMA, c'est le contrôle de tes émotions, en fait, tu vois. Et quand tu apprends à maîtriser ça, tu deviens maître de toi-même. Ok. Maintenant, imaginons que quelqu'un arrive à la cage et il vous dit, parce que vous avez connu quelques spécimens d'animaux dans cette industrie, surtout à la cage, quels sont les points essentiels que vous regardez chez quelqu'un quand il arrive et vous dit, ouais, moi je veux être champion comme un tel. Je vais être comme un tel, je vais arriver à ce niveau-là. Tu vois, on parle de red flag souvent. Tu vois, quelqu'un qui arrive qui dit ça, c'est un red flag direct. Direct. Franchement, c'est coupé aux fesses, dégage. Presque. Tu vois, non, j'abuse. Tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est déjà. En fait, quelqu'un, généralement, il parle jamais. Quelqu'un qui va vraiment faire quelque chose, il va jamais parler. C'est comme on dit, quelqu'un qui parle, il se bat pas. Tu vois, c'est un chien qui aboie, ne mord pas. Tu vois, c'est un peu pareil. Quand il vient et qu'il te dit, ouais, moi, dans 6 mois, je vais combattre, je vais faire ça, je vais ramener ça, s'il l'exprime, tu sais déjà qu'il y aura des problèmes avec ça. Il a déjà perdu son feu. Ouais, il a déjà, exactement. Ouais, bien sûr, ça arrive tout le temps. À 99%, quand quelqu'un vient, premier entraînement, deuxième entraînement, au début le premier mois, et me raconte déjà comment il va gagner les championnats et tout, soit il arrête, soit il fait rien, ou soit il est dégoûté du sport. Alors que quelqu'un qui vient juste, il veut se surpasser lui-même, tu vois, il vient, il a du mal à aller faire un sparring avec lui, demain il va continuer encore pour essayer juste de gérer lui à l'entraînement, après il va essayer de gérer un autre qui est un peu plus fort, et en fait, il mène un combat contre lui-même, ce mec-là, tu vois qu'il progresse et tu vois qu'il fait des résultats. Et c'est toujours comme ça. Et tout le monde, quand tu regardes, tout le monde, on va citer tous ceux de Namur, ceux qu'on connaît, Patrick, Moussar, Steven, Abdelaziz, tu vois que c'est des mecs, eux-mêmes, ils veulent progresser, ils cherchent avant tout à se dépasser soi-même, tu vois ce que je veux dire, genre ils ont juste alimenter un feu intérieur. C'est ça, en fait, le truc c'est quoi, c'est que par exemple, tu vois Moussar, par exemple, quand il est venu, quand Steven s'est entraîné 1 an avec moi, et que le club était tourné depuis 1 an, et que lui, au début, il était venu, puis il a arrêté, quand il est revenu, quand il a vu que les mecs étaient devenus plus chauds, en fait, il s'est remis lui-même en question, attends, ils sont plus forts que moi, c'est pas possible, tu vois. Il m'a pas dit, ouais, je serai au PFL, hein. Tu vois, il a pas commencé à me raconter sa vie, il m'a juste dit, en fait, je dois devenir plus fort qu'eux. Tu vois, il a été tchétchène, hein. Non, mais c'est pareil pour Patrick. Par exemple, Patrick, quand tu prends au départ, Patrick, c'était juste un mec qui voulait devenir chaud. Mais au départ, c'était un petit gamin qui traînait à Namur et personne ne le calculait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il voulait se dépasser lui-même, devenir plus fort que lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Et quand les gens ils comprennent que le premier combat que tu vas devoir mener, c'est contre toi-même et devenir meilleur. Une meilleure version de toi-même, c'est là qu'en fait généralement ils peuvent ramener et faire des combats et tout. Mais comme tu dis, quelqu'un qui arrive et qui te dit ouais, moi dans 6 mois je serai ici, je serai ça, mais de toute façon j'en connais, là j'ai des noms qui passent en tête, mais bon, je vais les afficher. Je peux te dire des mecs qui sont venus de la ville et tout, je te jure la vérité, j'ai un mec en tête, il est venu me voir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit blindé, gros. Et tu peux dire son blast, je biperai au pire. Non. Tu vois, j'ai mis tout le monde à l'entraînement, j'ai mis tout le monde comme ça en ligne et j'ai fait avancer, j'ai plus quelques-uns qui avaient des combats, on les a applaudis. Quand c'est fini, le mec il est venu près de moi, ça faisait 1 semaine qu'il s'entraînait 2 max. Il est venu près de moi, il m'a dit coach, dans quelques mois c'est moi que tu vas applaudir comme ça.
Ah ouais. Il m'a dit ça et aujourd'hui il est plus à la salle. Et moi quand il m'a dit ça, dans ma tête c'était red flag, c'est bon. Il y en a C'est bon, plein lui il comme est ça. fini. Et il y en a Il y en a plein plein. comme ça. Moi, tu vois, je gère les messages de la cage. Tu sais Ah pas ouais. combien de messages je reçois. Salut, dans combien de temps je peux être à l'UFC? Mais non. Non, non, mais Ouais, tu vois, je te tu te jure. dis, mais gros, mais Ah, tu je te vois. jure. Et en fait, les gens, c'est ça le problème, c'est que quand ils voient l'UFC, quand ils voient tout ça, ils voient la gloire. Tu vois, ils voient l'argent, ils voient. Mais si tu veux être champion de l'UFC, tu dois déjà adorer avoir la tronche défoncée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si tu kiffes pas avoir la tronche défoncée, c'est sûr que tu peux pas aller à l'UFC. Parlons même pas de ça, parlons juste si tu peux pas pendant 2 heures Oui. te faire laver, Oui. c'est-à-dire que tu arrives à la salle, c'est normal que ces mecs sont plus chauds que toi. En fait, ils se rendent pas Imagine-toi compte du juste- chemin parcouru. Voilà, tu vois. imagine-toi juste, regarde. L'UFC, c'est une finalité en soi, mais de millions d'heures de travail. Bien Tu sûr. vois, c'est vraiment, c'est plus que, c'est comme si, franchement, c'est comme si rien que rentrer à l'UFC, c'est comme si dans l'entrepreneuriat, tu te disais, tiens, je vais ouvrir un snack et je vais devenir millionnaire avec. Tu vois. Et là, rien que rentrer à l'UFC, c'est comme si tu devenais millionnaire en ayant ouvert un snack. Ouais. Mais tu n'es toujours pas Ça- millionnaire ça à fait- l'UFC. ouais, c'est ça. Juste, tu es toujours fauché. tu Ça vois. fait combien de temps que tu joues au foot? Non, attendez. Non, juste vite fait. Ah, vite fait, C'est son j'ai un podcast, exemple. ça. Les gars, ça, on va couper. J'ai un exemple, j'ai un exemple. Ouais, en fait, je vois où tu veux en venir, mais allez, j'ai joué jusqu'à mes 22, 23 ans. Voilà, ok, d'accord. Moi, j'ai jamais joué au foot de ma vie. Imagine, j'arrive, je te fais des dribblés, je te mets 10-0. En premier entraînement, ça va faire bizarre, non? Ouais, trop Mais c'est possible? Non, c'est pas possible. Ouais. Parce que je te dis, tu mets une balle au pied, je tombe j'essaie de dribbler, c'est moi qui tombe. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Les mecs, ils veulent venir à l'entraînement et ils veulent que dans les 2 semaines, ils ont pété tout le monde à la salle. Mais c'est un manque de respect. Parce que le mec, ça fait des années et il se tue pour devenir fort et toi, tu arrives et tu comprends pas comment ça se fait que tu n'arrives pas à rivaliser avec lui. Et c'est ça que, par exemple, beaucoup d'amateurs, beaucoup de mecs qui commencent, je leur dis toujours, arrêtez de vous comparer au mec le plus fort de la salle. J'ai même une vidéo sur Insta où j'explique aux gens que, en fait, quand tu démarres, tu dois juste te comparer à toi-même. Être mieux que ce que tu étais hier, c'est tout. Parce que si tu arrives 2 mois d'entraînement et tu veux être égal au mec qui est au PFL, c'est un manque de respect aux 5-6 ans d'entraînement qu'il a. Parce que imagine, en 2 mois, tu arrives à égaler avec un mec qui s'entraîne depuis 5 ans. Ce serait malheureux. Ça serait malheureux, ouais. Tu vois, donc ça veut dire le mec là arrête. 5 ans pour faire ce que l'autre il fait en 2 mois. En fait, c'est pas possible. Et c'est ça le problème, c'est que les gens qui viennent, qui pensent que directement ils vont signer à l'UFC, ils vont faire leur vie va être autour du MMA et tout, c'est pas possible. Faut d'abord déjà aimer souffrir, aimer. Le chemin est plus le important, chemin en est fait. plus important que l'arrivée, c'est sûr. C'est ça. En fait, il faut avoir ce truc-là en tête. Mm. Faut que tu arrives à supporter la route pour arriver là où tu vas. Tu vois. Exactement. Et parmi les gens qu'on a cités, Patrick, Moser, Steven, Abdelaziz, vous avez aussi Fadi. Ouais, bien sûr. ouais. Est-ce que vous pourriez me citer une qualité technique purement MMA et boxe anglaise pour Abdelaziz et une qualité vraiment mentale qu'ils ont et qui font la différence avec... Pour chacun des. Mais déjà qui? Parce qu'on en a. Tu veux dire une qualité commune ou pour chacun une qualité? Pour chacun. Pour chacun, ok. Pour chacun a son truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, je dirais le mental, franchement. En tout cas, à la salle, je trouve qu'il n'y en a pas un qui a plus de mental que moi au sol. Bon, ça, ouais, c'est le mental. Tu prends Steven, c'est toutes ses qualités athlétiques. Steven, C'est un vrai athlète. c'est un vrai athlète, il a un corps parfait, tu vois. Il est souple, il est musclé, il Très comprend les talentueux. choses, il est très talentueux, tu vois. Abdelaziz, moi je dirais le charbon. Abdelaziz, c'est le mec, Discipline, ouais. tu lui enlèves une salle, tu lui donnes rien, il va Il faut quand s'entraîner. même s'entraîner. Mm. Ouais. Il va quand même s'entraîner, il a besoin de rien, tu vois. C'est juste un mec qui travaille. On a cité qui d'autre? On a cité Fadi. Je pense que Fadi, c'est aussi un petit peu le mental, comment Mais ça, sa il aime bien et résilience, en tout. fait, Ça, ouais, c'est ça, tu vois. Et Résilience. il lâche pas l'affaire, tu vois. Il Parce lâche qu'il jamais il a eu l'affaire. beaucoup d'échecs dans sa vie et tout. C'est vraiment un gars, il a traversé plein de choses, tu vois. Ouais. Il a quitté chez lui très jeune. Il est parti en Thaïlande, il est parti tout seul, tu vois. Il a abandonné toute sa famille pour réaliser son rêve. Donc, et il est quand même là où il est maintenant, tu vois, même s'il est un peu plus âgé. Mais c'est cette capacité de résilience. C'est Ouais, vraiment, c'est vrai. c'est tomber, se relever. Pour moi, c'est ça. Ouais, je pense. Euh, Patrick, je pense, c'est juste le fait qu'il croit en lui, tu vois. Il Ouais, n'a jamais de ouf. écouté personne, il a toujours cru en lui, tu Ouais. vois. Mais lui, il a la vision, tu vois. Il avait ça. Je pense que depuis avait ça dès le son départ, atout, pour moi, je pense, c'est que quand il a commencé, après il l'a travaillé, mais quand il a commencé, il savait déjà où il voulait aller et comment, tu vois. Ok. Et grâce sûrement à son équipe qui a vraiment fait un bon travail. Mais je veux dire, pour moi, c'est ça son atout, c'est une vision et une vision qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas transgressé, il n'a pas été à gauche, à droite, toujours été vers un point.
Et, il y a Après, qui tu d'autre? vois, chacun comment dire, il a ses qualités. Après, moi, pour moi, il y a une qualité commune qu'ils ont tous. C'est ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, c'est des gens qui cherchent à devenir meilleurs qu'hier, tu vois. Ouais. C'est juste des gens, ils se disent, bon, par exemple, Mansart, là où j'apprécie ce qu'il a fait, c'est que avant que je parte en Suisse, on peut dire que c'était un striker. Parce que vu qu'il s'est entraîné 2 ans avec moi, il faisait que du pied-point, il était très fort en pied-point. Et en lutte, il était moins bon. Mais la fois où je suis parti et qu'il s'est retrouvé avec Islam, il s'est, entre parenthèses, remis en question. Il s'est dit, bon, je suis pas bon au sol, bah, je vais le faire. Tu vois, alors qu'il y a des gens, en fait, quand ils sont accrochés en striking et ils aiment bien le striking, quand tu leur dis de faire la lutte, ils disent, ah, c'est bon. Donc je les bats, c'est bon, tu vois. Non, lui, il y va dedans, il sait que ça lui manque, il sait que c'est son défaut, bah, il va le travailler, tu vois. Et je pense que tous ces mecs qu'on a cités, c'est ce qu'ils ont en commun, c'est qu'en fait, quand ils voient une lacune chez eux, ils travaillent pour le changer. Tu vois ce que je veux dire. Et tous les jours, ils changent des petits trucs, et c'est comme ça qu'ils deviennent meilleurs, tu vois. Ok. Bon, là, je vais poser la petite question piquante. On sait que Steven n'est plus à la cage, c'est plus un secret pour personne. Est-ce que vous pourriez l'expliquer en quelques mots assez brièvement voilà. Steven, il est plus à la cage, c'est très simple. En fait, quand tu prends, on va dire, allez, tu prends 10 gars et tu veux avancer quelque part, bah, au fur et à mesure, au cours de route, les destins sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a commencé à Namur, mais aujourd'hui, on voit tout le monde n'est pas au même endroit. Tu vois ce que j'ai? Patrick est là-bas, Monsar est là-bas, l'autre est là-bas. Tout le monde a son chemin, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, Steven, il a ses opportunités, ses choses qui sont arrivées vers lui. Et on a certaines divergences, bon, pas dans le mauvais sens du terme, hein, certaines choses sur lesquelles il se dit, bon, moi, j'aimerais bien prendre le chemin ici. Nous, on lui dit non, on reste sur ce chemin-là. Et puis, quand c'est arrivé, on s'est dit, bon, bah, ok, tant pis, pas de souci. Ouais, On s'est serré la main, on a dit trace ta route, on a cette route et c'est ça, tu vois. ça s'est passé en Après, très je vais bon te poser temps. une question. Qu'est-ce qui fait le fort d'une entreprise ou le fort d'un club aujourd'hui? La vision et le fait que tout le monde marche dans le même sens. Exactement. Donc, tu vois, nous, au préalable, on a, et que ce soit pour notre club, pour notre entreprise, etc., on a des valeurs, on a une mission qui sont fortes et on ne veut pas les transgresser, on ne veut pas zigzaguer, tu vois. On applique ça pour nous-mêmes, nous on montre l'exemple et pour tout le monde, pour tout le reste, tu vois. Et à partir du moment où tu as quelqu'un qui décide de faire autrement, ben, libre à lui de le faire, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, ben, on choisit la séparation, tu vois. Et c'est ça aussi qui fait notre réussite, et c'est ça aussi qui fait que ça fait parfois parler de nous. Mais à partir du moment où les gens adhèrent à notre vision, on sait que ça fonctionne, c'est comme un mode d'emploi. Et si tu n'adhères pas, il n'y a aucun problème, mais alors tu prends un autre chemin. Tu vois, on leur montre un chemin. S'ils veulent prendre le chemin, mais pas avec toutes les conditions, ben, ils ne prendront pas le chemin avec nous. Ok, parfait. On close ce petit épisode-là. Et maintenant, on va passer sur le plus gros événement de l'année MMA francophone jusqu'à date, où on tourne aujourd'hui, le PFL Bruxelles. Je vais te lancer directement. Du coup, comment le PFL, vous êtes approché par le PFL, comment ça se passe, un peu le processus jusqu'au combat. Et après, on parlera du combat de Moser parce que je vais poser des questions par rapport au combat de Moser. Parce qu'en fait, j'ai eu peur à un moment donné. Mais vas-y. En fait, tu vois, il faut savoir que Movsar, donc depuis le début, c'est nous qui le manageons. Tu vois, donc on a vraiment, depuis le départ, donc c'est moi d'abord qui lui ai trouvé tous ses combats, tous ses premiers combats, que ce soit amateur, professionnel, etc. On a travaillé main dans la main. Donc nous trois, je dis moi, mais vraiment c'est toujours un travail d'équipe. Parfois il y en a un qui en trouve un, voilà, enfin on se réunit, on en parle. Et donc on a toujours fonctionné comme ça. On avait planifié une année et puis ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant, si on veut aller dans les grosses ligues, ce serait intéressant de se faire accompagner. D'accord? Parce qu'on s'est simplement dit, pas qu'on n'avait pas les compétences, mais comme dans tout job ou dans tout travail, moi je suis partisan de une white belt, tu vois, et le meilleur apprentissage, c'est d'avoir un mentor. Et donc je me suis dit, bah, tiens, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour pouvoir aller signer dans des grosses ligues, négocier des gros contrats et qu'on n'arrive pas là en se disant voilà, moi je veux ça, mais qu'on se fasse recaler parce que c'est pas, on n'a pas le bon jargon, on va dire, tu vois. Et donc, après concertation, etc., on s'est dit, tiens, on va
on va potentiellement travailler avec la BTT, tu vois, donc Guillaume Pelletier et tout ça, je sais pas si tu connais. Mais avant ça, il était signé chez AEC. Donc on avait un contrat multi-fight avec AEC, qui eux ont déjà une très 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 bonne relation avec le PFL et qui travaillent main dans la main avec le PFL depuis assez longtemps, parce qu'ils ont beaucoup d'athlètes là-bas. Donc on savait déjà qu'on avait une porte ouverte là. Tu vois, et donc on avait déjà été en contact avec des matchmakers et tout ça de là-bas. Juste simplement, on se disait que c'était pas le moment opportun de mettre Movsar au PFL directement comme ça, et qu'il fallait qu'il fasse ses preuves aussi dans d'autres organisations. Et puis après, donc moi j'ai contacté, ou je sais plus si c'est Guillaume Pelletier qui nous a contacté, je me rappelle plus, mais lui a voulu. Il voulait absolument signer Movsar. Nous, on cherchait pour se faire accompagner. Et donc, on s'est dit pourquoi pas, au moins pour le PFL, essayer de rentrer avec lui. Et donc, c'est comme ça que le PFL, entre guillemets... Enfin, c'est pas comme ça que le PFL est venu à nous, mais c'est comme ça qu'on a dealé avec le PFL. Parce qu'on était déjà en contact avec le PFL. Mais on s'est dit, on va professionnaliser notre équipe et on va on va demander à Guillaume de pouvoir traiter directement avec le PFL, voilà, via l'intermédiaire, parce que moi, on jugeait à l'époque qu'il avait plus les compétences que nous pour pouvoir négocier des gros contrats avec des grosses ligues. Ok. Et c'est comme ça que ça se fait pour Moser et pour Fadi aussi en même temps? Ouais. Ok. Ouais. Maintenant, on va passer à tout l'aspect combat. Et même médias avant tout ce qui se passe, parce que là, on parle quand même du PFL, c'est la deuxième plus grosse organisation mondiale. Bien sûr. C'est comment? Là, c'est la Big League, c'est la Ligue des Champions. Comment ça se passe quand vous apprenez que c'est bon pour le PFL, le déroulé? Après, ouais, bien sûr, c'est par exemple déjà rien que la Fight Week. Tu vois que les mecs, ils sont obligés d'être à l'hôtel. Tous les jours, ils sont appelés là. Faut faire une signature ici, il faut parler ici, il faut faire la photo là-bas, ta. C'est très mouvementé, tu vois. Et c'est là aussi que, encore une fois, respect aux grands combattants. Parce qu'ils sont très stimulés toute la semaine. Et fin de semaine, ils doivent se combattre. Ils doivent rester focus. Et c'est très pro. Tu as toujours un mec dédié, par exemple, je sais pas moi, lui, il s'occupe de Movsar. Et il fait, tout ce qu'ils ont besoin, ils appellent le mec. Le mec, il va les chercher, il s'occupe de ça. C'est très professionnel, c'est très bien encadré. Chaque détail, chaque personne, le nom, prénom noté, à quelle heure il est là, quelle taille il fait, tu auras des vêtements, c'est très pro, ouais. C'est très très pro. Et en fait, tu sens quand tu es là-dedans que tu as passé un cap, tu es dans quelque chose de fort et dans quelque chose de, comment dire, c'est le plus haut niveau, quoi. Tu vois, tu te sens vraiment à fond dedans, tu vois. Mhm. Mais c'est là aussi, tu vois, qu'on voit notre détermination, parce que quand on est arrivé là-bas, tu vois, on n'a pas été impressionné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour nous, le PFL, c'est une étape. Une suite logique. Tu vois, voilà, c'est une suite logique, mais c'est une étape. Alors ouais, chaque victoire est appréciable, hein, tu vois. Même chaque victoire, je veux dire, rien que rentrer au PFL, on peut dire que c'est une victoire, tu vois. C'est appréciable, mais c'est pas la finalité. Et c'est qu'une étape vers quoi on veut aller. Et le jour où on rentrera à l'UFC, ce sera la même chose. On se dira, OK, c'est une étape, tu vois. Et le jour peut-être où il aura la ceinture de l'UFC, là, on pourra vraiment s'estimer heureux, tu vois. On sait bien que le plus dur est devant, en fait, tu vois. Là, OK, on rentre au PFL, mais il suffit pas de rentrer, tu vois. On va pas au PFL pour se faire taper. On va au PFL pour taper des gens. Et ça, c'est le plus important. Et pour performer, pour se faire remarquer, et pour justement, quand tu arrives dans des ligues un peu plus grosses, que tu te dises, mais non seulement ma place, elle est méritée, je suis en place, mais je vais pas juste faire un bout de chemin. Je vais aller jusqu'au bout. Et Movsar, moi, franchement, j'ai une anecdote avec lui à raconter, parce que ce mec, je me rappelle, il s'était blessé. On était à l'hôpital. Il venait de se faire déboîter le coude après un combat à l'YFC. Et il était sur le lit d'hôpital et il me regarde et il me dit, Thibaut, déjà merci d'être là, mais je te le promets, je vais être le combattant le plus fort de cette planète. Je te jure, c'est ce qu'il m'a dit. Mais quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, il est complètement taré, ce mec. Parce que, gros, il est là, il est à moitié sous morphine. Et tu vois, il te dit un truc comme ça, il est assis sur un lit d'hôpital, il venait de tomber dans les pommes parce qu'il était sous morphine, justement. Tu vois, je devais le rattraper et tout, c'était un bordel. Et le mec, il me dit ça, tu vois. Et je me dis, OK, mais c'est sûr, il va être le plus fort de cette planète, tu vois. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que dans la team, on n'a pas de doute, tu vois. On doute parfois, oui, quand il y a un manque de travail, etc. Mais sur les intentions de chacun, il n'y a pas de doute. Ok. Du coup, on passe directement au combat. Moser. Je suis devant mon PC. Je regarde. Il tombe une fois. Je dis, OK, c'est pas grave. Il dit, OK, c'est pas grave et tout. Mais je vois qu'il est enjaillé. En fait, je pense qu'il profitait du moment. Je pense qu'il était vraiment genre... Après, c'est dingue. C'est ING Arena. T'es à domicile. C'est rempli. Il tombe une fois et tout. Je me dis, OK, c'est pas grave et tout. Et mon corps commence à battre. Il se relève et tout. Il tombe une deuxième fois. Je fais, OK.
Et là, je commence à me dire, non, Mother, s'il te plaît, tu peux pas nous faire ça là et tout. Il y a 5000 derrière toi et tout. Tout le monde te regarde, gros, s'il te plaît. Et finalement, moi, je le vois quand il part sur de lui, je savais que c'était fini. En fait, quand il est parti sur de lui, je fais, mon ami, c'était sympa, hein, il y a eu un peu de suspense et tout, hein, mais c'était fini. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, vous En fait, des- il faut mettre le contexte. Parce qu'il faut savoir que c'était 2 semaines avant le AEC. Ouais, hein. 2 semaines, 3 semaines avant. Ouais. Et on a 3 semaines. accepté 2 semaines avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc 3 semaines avant, il fait un combat à l'AEC en Belgique. Le combat, il est prévu en 61 kilos. Mon frère, il est très clean dans sa diète, etc. Il fait correctement les choses. Et on arrive à la pesée, il se pèse 61 kilos, tout va bien. Il a affronté à la base un mec du Daghestan 9-0. Sauf que le mec du Daghestan, problème de visa, et il peut pas venir. Il se fait remplacer par un Brésilien la dernière semaine, donc 5-6 jours avant. Il y a un Brésilien qui accepte le combat et qui vient à la pesée. Sauf que le Brésilien, il se pèse 3,4 kg plus que le poids. Tu vois, donc moi j'appelle, je dis impossible parce qu'on nous a déjà fait le coup la dernière fois parce que les Brésiliens ils sont jamais déjà de 1 ils sont pas contrôlés antidoping déjà premièrement et deuxièmement le problème c'est que ces mecs là ils foirent toujours le poids et ils savent que allez un mec qui s'est entraîné 3 mois pour se préparer le combat bah, c'est pas grave il va accepter tu vois ils viennent trop comme ça et là vu que j'avais déjà eu le coup avant je dis directement moi je dis non je refuse le combat c'est bon on annule tout mais le problème c'est quoi c'est que c'est en Belgique on a ramené beaucoup de monde il y a c'est un truc, Mansart, je le vois dans ses yeux, il veut absolument pas le rater. Je l'appelle Mansart, je dis écoute gros, désolé, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le mec, il a 3,4 kg de trop. Mansart dit non, t'es fou, je le prends, je vais le péter, Et tu connais, et il veut partir en mode guerrier. Je dis non, c'est impossible et tout. Et puis, il me fait comprendre qu'il veut absolument faire le fight, tu vois. Et du coup, je réfléchis, je me dis bon, il veut combattre. On a déjà combattu des mecs un peu plus lourds. Vas-y, on va. Je rappelle, et là, je propose à l'AEC, je dis, écoutez, le titre, donc là, il est champion en 61 kilos. Le titre 66 kilos, il est vacant, donc ça veut dire à personne. Donc, on peut faire le combat en 66 kilos, comme ça, il est double champion, tu vois. Si vous êtes d'accord de lui mettre un deuxième ceinture en jeu, on accepte le combat avec le mec un peu plus lourd. Du coup, ils acceptent. Le Brésilien, je sais pas comment il se recharge, il revient quand énorme. Il faut juste que tu ailles voir la vidéo, tu vas être choqué. Le mec, il faisait facilement 8 kilos de plus. Ah ouais. Il était costaud, j'étais étonné. Anzor qui combattait sur la même carte, il combat à 66 kilos Anzor, donc il est dans cette catégorie, justement dans la catégorie 66 kilos. Après donc recharge, après avoir repris du poids, le jour du combat, il me dit il a 72-73 kilos. Le Brésilien, je le mets à côté de Anzor qui fait 72, il fait au moins 5 kilos de plus, tellement il est costaud. Bon, du coup, on y va. Et vu là, dans le rush, etc., je pense qu'on a un peu, comment dire, vu que allez, tous ces événements, quand ils se passent, parfois, tu n'es pas assez focus. Et je pense qu'on a un petit peu mal adapté le game plan. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait directement plonger dans les jambes et le travailler en lutte. Mais on s'est dit, peut-être qu'on a une chance, c'est qu'on bouge un petit peu. Et puis, quand on a le bon moment, on va le ramener au sol. Sauf que le Brésilien, lui, il est venu comment? Il s'est dit, bon, j'ai pas de ceinture. Si je gagne, j'ai une ceinture. J'ai rien à perdre. Voilà, j'ai rien à perdre. Je prends mon argent, et ce qu'il fait, le combat il démarre, il fait une marche avant. Et en plus, il voit Mansart, il est tout fin, comparé à lui qui est tout costaud. Donc, il lui fonce dessus. Mais genre, dès que le combat il démarre, il court dedans. Et c'est là que Mansart il se fait toucher. Il tombe, il se relève. Je crois qu'il a 2 downs aussi. Comme en fait, c'est plus il tombe. le même scénario. Ouais, exactement. Et après, voilà, il le ramène au sol, il met 2-3 coups de coude, il lui ouvre la tête, il le sommet, et puis c'est fini, tu vois. Et 3 semaines après, il refait le combat. Donc, ça veut dire il vient de faire un cut. Il faut savoir que quand tu fais un cut, tu te déshydrates très fort. Donc, tu n'as plus d'eau dans ton corps. Donc, ton cerveau est beaucoup plus fragile et tu es beaucoup plus apte à prendre un KO. Donc il fait 2 cuts en espace de 3 semaines. Et en plus, le truc le plus fou, c'est juste après le combat, quand je le regarde. Parce qu'en fait, au départ, le game plan avec Mansart, on s'est dit, regarde, le mec que tu affrontes au PFL, tu le plonges dans ses jambes, c'est fini. On le termine. Tu vois, et du coup on en parle comme ça dans le vestiaire, tu vois. Islam surtout, il lui dit écoute, prends pas de risque, on s'en fout, tu l'amènes au sol. Surtout, prends pas de risque parce que ça fait 3 semaines, enfin voilà, tu as eu que 3 semaines entre les deux, t'as le menton fragile, tu vois, quand tu prends des downs, t'as le menton fragile à quelques semaines d'intervalle, et c'est pour ça qu'il tenait ce discours là. Ouais, et Islam il dit tu plonges dans les jambes, tu le ramènes au sol, on le termine au sol, on a gagné au PFL, on est content, tu vois. À un moment donné, donc on y va, et je vois, il commence à striker, il se fait down, etc., et le combat, il se passe, il gagne le combat, il ressort, et non rien, il fait, les gars, je suis désolé. Il fait,
Quand j'ai entendu les gens crier mon nom, le hype qu'il y avait, j'étais obligé de mettre le show. Il me dit, c'était un truc de fou. Et tu le vois, à la fin, il est en train de sauter comme un fou. Il me dit, quand j'ai marché vers la cage, j'étais obligé. Il me dit, tous ces gens faire le spectacle, en fait. Voilà, en fait, ouais. Il me dit, j'étais obligé de mettre le spectacle. C'était quelque chose de fou. Il me dit, j'ai jamais eu ça. C'était... c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu parles avec Mofsar, c'est que lui il se voit vraiment comme un maître de cérémonie, quoi, tu vois. Il arrive, il fait le show, il fait le spectacle. Il est vraiment là pour donner du spectacle, tu vois. Et c'est ça aussi qui se fait approcher par des grosses organisations. Parce que tu as des combattants qui font des... Il y a ça, il y a un autre truc qui n'a rien à voir, donc qui est en dehors de ce sport, et qui c'est mon point de vue qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que Mofsar, son caractère, ça va contre lui. En fait, quand tu es quelqu'un qui... En fait, Mofsar, il faut savoir, il a peur de rien. Vrai de vrai, j'ai jamais vu Mofsar avoir peur. Peur de rien. Vraiment, il a peur de rien, ce mec. Et en fait, j'ai l'impression que ça se retourne contre lui. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, quand ils vont dans un combat et qu'ils ont un peu de peur, en fait, la peur, ça décuple ton instinct de survie. Tu vois, par exemple, tu as peur de quelqu'un, ben, tu vas être plus vif, tu vas faire plus attention, tu vas prendre beaucoup moins de risques dans un combat. Mais lui, il en a tellement rien à foutre qui est en face de lui, il va se prendre des patates, il va dire, ah, c'est sa mère. Hop, il est trop comme ça. Et ça va trop contre lui, tu vois. À l'entraînement, c'est pareil, il tourne, même parfois un débutant, il va le toucher parce qu'en fait, ils sont fous complètement. Vrai de vrai, je te dis, je ne l'ai jamais vu stresser. Je me rappelle la fois, à l'IMAF, il combat un mec, je crois que c'était la 4e fois, il est champion du monde IMAF. Il combat contre le mec, il y a une tension dans cette salle, il y a 3 cages, il n'y a personne dans les autres cages et tout le monde est sur cette cage parce que c'est les 2 meilleurs qui s'affrontent, tu vois. Et il y a une ambiance de fou. Je sens carrément 100 kilos sur mes épaules en tant que coach. Alors j'imagine pas, et je le regarde, je me dis, il doit être stressé. Et il me regarde, il me tape dans le dos, il me dit, gros, qu'est-ce que t'as, vas-y, je vais le péter maintenant. Tu vois, et là, je me regarde, mais en vrai, pourquoi je stresse moi ? Lui ici, lui dans cet état, tu vois. Et moi, ce jour-là, il m'a dit, il a regardé les caméras, il m'a dit, gros, je suis né pour ça. Ouais. Je te jure, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est ça, c'est que je pense que ce caractère de rien à foutre de personne, demain, on lui dit, tu affrontes Khabib, il va avoir la même tête. Et en fait, c'est ça qui fait que ça se retourne un peu contre lui parce que, allez, il est pas du tout, je vais pas dire il sous-estime, mais il est pas du tout impressionné par le gars qui est en face, tu vois. Et ils sont fous, il se dit... C'est pas sous-estimé, hein. C'est ça, il se dit, c'est un humain comme moi. Exactement. Tu vois, parce que c'est un mec comme moi, il a des bras, des jambes, et c'est bon, tu vois. Et du coup, ça se retourne un peu contre lui parce qu'il a tellement pas peur que il démarre toujours combat un peu lazy, tu vois, un peu endormi, et il se prend 2-3 patates, il se réveille, tu vois. Et c'est ça son problème. Enfin, c'est bien et c'est contre lui, tu vois. Okay. Et c'est marrant, tu vois. Ça, c'était pour l'épisode de PFL. En tout cas, pour moi, ce sera tout. L'épisode aurait été riche en anecdotes, en compréhension de l'histoire un peu de la cage et de son processus jusqu'à aujourd'hui. Hâte de voir ce que ça va devenir. Cependant, il vous reste, s'il vous reste un mot, un discours à donner, la place est libre. Tu peux regarder la caméra là quand tu voudras dire ton discours. Tu peux regarder la caméra là quand tu voudras passer un message. Moi, j'ai un mot. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Épisode 7, restez branchés. Quelque chose qui arrive de très très lourd dans pas longtemps. Et à la prochaine. Pour le mot de la fin, ça fait quelques années, donc ça fait bien 4 ans qu'on forme des champions à la cage coaching, qu'on travaille beaucoup autour des athlètes pour qu'ils deviennent des stars mondiaux, etc. Après beaucoup d'autocritique, après beaucoup de réunions, on s'est remis en question, on s'est dit, ce que nous, on aime réellement dans les sports de combat, c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est pas réservé que aux champions, c'est réservé à tout le monde. À toute personne qui souhaite changer son mindset, devenir plus fort, plus discipliné dans la vie. C'est pourquoi bientôt, on va lancer le plus gros projet de Namur. Bientôt, il y a une salle qui va ouvrir à Namur. Namur n'a jamais connu ça. Restez branchés, suivez-nous et il y aura du sport pour tout le monde et pas que pour les champions. C'est tout pour moi. Moi, je dirais que le mot de la fin, c'est... depuis le départ, on n'a jamais fait comme tout le monde et c'est pas notre devise de faire comme tout le monde. Et donc là, on va proposer, comme disait Maga, on va proposer une salle que personne n'a encore déjà vue. Une salle avec des dimensions qui seront extraordinaires, franchement, pour le Namurois et qui proposeront des cours pour n'importe quelle personne lambda. Parce que je pense, et toute l'équipe pense, que n'importe quelle personne a besoin des arts martiaux pour évoluer dans la vie. Ce sera tout pour moi. On peut pas drop le micro. Pas jeter le micro. Merci à toi. Hey, toi! Non, non, non! Hey, toi! Hey!